Jacques Léoua, Léno avec nous, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono, vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Et bienvenue, hein, voilà. Merci. Allez, il est là avec nous également, Fauté, Kissi Fauté, bonjour. Bon, c'est le Kissi Fauté qui est arrivé là, donc voilà, c'est ça. Bonjour Lamine, Bien. bonjour à tous. Tu reprends quand même, hein, voilà. Quand on appuie la plaie, on a toujours. Bien. Mais il vient de Paris. Bah, hein, oui, il vient de Paris, voilà, c'est bien Paris, ça. Voilà. C'est Jacques qui est anti-français. Ça se sent. Mohamed, bonjour. Bon, je ne voulais pas vous répondre, mais quand même, ouais. À cause de cette auguste cours, je vous réponds quand même bonjour. C'est ce que Tamba vient de faire. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas qui s'y fauté, mais je réponds quand même bonjour. Voilà, c'est bien cela. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Jacques, on a pris ce communiqué, et il faut le rappeler, du côté de l'ARPT, si rien n'est fait d'ici le 15, Cellcom ferme les portes parce que elle doit beaucoup d'argent, entre autres, à l'ARPT, à l'État. La crise était déjà, si vous voulez, perceptible. Depuis un moment, la société avait quand même des difficultés. Et puis, depuis un moment aussi, on avait comme l'impression que la nouvelle société qu'on annonce pour l'État guinéen devrait, si vous voulez, hériter des installations de Cellcom ou alors de tout ce qu'il a comme machine aujourd'hui pour pouvoir fonctionner. Ce n'est pas la première société par ailleurs à rencontrer ce type de difficultés dans le pays. Je ne sais pas comment le secteur est organisé, mais vous vous rappelez de, si vous voulez, Intercell et puis même MTN. Et même MTN, rencontre beaucoup de difficultés à tenir devant Orange et puis Cellcom. Finalement, vous avez en face cet opérateur assez grand, une mastodonte qui écrase tout le monde et puis derrière, l'État lui-même n'a pas de possibilité pour l'instant de mettre en place Guinée Télécom, même si c'est annoncé. Et, voilà, dans le privé, il faut être honnête. Aujourd'hui, l'opérateur qui tient la route, c'est bien Orange. Donc, je continue juste à me poser des questions. Finalement, quand ce type d'opération, ce type de, si vous voulez, de résiliation ou de retrait de licence est annoncé, au-delà de l'opérateur lui-même, moi je pense à ceux qui y travaillent, qui y travaillent et donc qui ont des emplois, qui s'attendent à un salaire à la fin du mois. Comment on s'arrange pour quand même régler ce type de situation à la longue? Parce que ne l'oubliez pas, une fois que vous fermez, il y a des employés qui resteront à la traîne. Donc il y a l'impact forcément. Et puis, écoutez... Mais comment on arrive à ce point-là quand même? Parce que quand je prends par exemple le milieu de l'hydrocarbure, la dernière fois on évoquait dans cette émission évidemment à dire que tous ces... comment on les appelle les importateurs, les distributeurs, non. Plutôt les distributeurs, oui, c'est bien ça. Qui devaient beaucoup d'argent par exemple à la SONAP et tout ce qu'il y a autour. Donc après une pression d'enfer, tout le monde aujourd'hui a réglé cette situation. Mais comment on arrive à ce point-là, à laisser couler? Peut-être qu'on aura le directeur de l'ARPT tout à l'heure à l'antenne. Je ne sais pas comment cela a été toujours pensé par l'autorité de régulation des postes de télécommunications. Mais ce type de situation, une fois que vous avez une société qui a des employés qui sont donc guinéens et qui, si vous voulez, rend quand même service, parce que au-delà du service d'appel et puis internet que Cellcom offre, il y a, je sais pas, ce n'est pas beaucoup dans le social, mais fait quand même un peu du social. Vous pouvez mettre des mécanismes en place pour permettre à une telle société si vous voulez, de se remettre debout, à condition bien sûr que la société se comporte très bien. On se montre quand même la volonté de si vous voulez, de payer. Avec Intercell, on avait dit que la société ne pouvait plus rien faire. Mais est-ce que Cellcom peut encore faire quelque chose? Je me dis qu'il faut analyser là-dessus pour voir dans quelle mesure on peut maintenir la concurrence. Parce que Cellcom disparaît, je ne crois pas que MTN pourra tenir longtemps. Dans le lot, même MTN est aussi concerné, il faut le rappeler. Voilà, parce que il y a eu des ultimatums. Malheureusement, évidemment, on ne s'est pas bougé en tout cas. Et sans concurrence, avec ce que Orange nous fait déjà sans concurrence, s'il n'y a plus de concurrence,
ça risque de grincer. Voilà, on va essayer d'appeler dans un instant le DG donc de l'ARPT qui va intervenir. Mon cher Mohamed, ça vous inspire quoi tout ça? Cellcom déjà, c'est pas une première, hein, on se rappelle, je pense même elle a été une fois fermée parce que tout simplement elle devait de l'argent à l'État. On se rappelle, c'était il y a 3 ou 2 ans, je sais plus. Non, c'était même pas l'État. Ils sont en conflit avec un opérateur économique guinéen. Là, il y a El Hadj Ouassaba. Ouassaba Sport, ouais. Justement. Ouais. Vous savez, quand Cellcom s'est installé, il avait été l'un des courtiers. Dans cette affaire, je me souviens que donc départ lui avait été promise en fait. Ouais. Sauf que son accord, quand vous regardez les dossiers, parce que moi j'avais eu quand même accès au dossier il y a un an et demi environ, on se rend compte que c'est pas Cellcom Guinée, mais Cellcom Limited, c'est-à-dire la branche internationale avec laquelle il avait quand même un accord, c'était bien vrai. Et donc il devait recevoir des dividendes, sauf que lui il dit qu'il n'en a jamais reçu. Donc l'affaire est judiciarisée, mais il y a un ping-pong incroyable entre la cour d'appel, la cour suprême et tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours terminé. Donc fin 2021, il y avait déjà une société américaine qui avait été approchée. Ce dossier, je pense que ce serait bien qu'on l'ouvre pour bien comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais il est clair que Cellcom a des difficultés sur le plan financier. Ça, c'est connu. Parce que ce qui fait quand même une société de téléphonie, c'est avant tout les abonnés. Or, vous savez qu'à un moment donné, ils ont eu beaucoup de problèmes. Après avoir été les plus prisés sur le marché, vous vous souvenez, quand Orange et surtout Cellcom sont arrivés, ils ont quand même cassé les coûts, notamment des cartes SIM. Parce qu'on parle de MTN, mais en réalité, moi je me rappelle, nos premières cartes SIM MTN, on les avait pris à 250 000. C'était ça, c'est descendu. Mais c'est surtout avec l'arrivée en force de Cellcom. Orange est arrivé sans beaucoup de bruit, vraiment. Mais est monté crescendo. Mais Cellcom est arrivé avec énormément de punch. Mais avec le temps, je pense que Internet a permis quand même à Orange Guinée de décoller. Le passage à la 3G, ils l'ont fait avant tout le monde, vous vous souvenez. Et la 4G, d'ailleurs, là encore, ils sont seuls. Et au passage, il faut rappeler que MTN a cette licence depuis, je crois, fin 2021. Et normalement, depuis 2021, même 4G, pas. Ça fait déjà 2 ans pratiquement que MTN a cette licence avec la RPT. Normalement, ils auraient dû l'implémenter après 3 mois. Je crois que normalement, à la mi-2021, on aurait dû avoir la 4G de MTN. Selon mes contacts, il y a quelques semaines de cela, à l'époque où on allait à Gekedou, il y a un peu plus de mois, je me souviens, qu'ils étaient en essai dans quelques quartiers. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore concluant. Donc, vous voyez, ce type de situation, forcément, vous fait perdre de la clientèle. Forcément. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui chez Orange, pas parce qu'ils sont satisfaits d'Orange, mais parce qu'ils ne trouvent pas mieux ailleurs. C'est cela la réalité. Et sans oublier quand même ce brin de chauvinisme que nous avons tous, quand les gens savent que tout ce qui va dans la poche de Orange va essentiellement à la Sonatel, donc à l'État sénégalais, parce que je pense que là-dessus, il ne doit pas avoir plus de 11% d'actionnariat local. Donc, et on sait les conditions dans lesquelles Orange est arrivé. Rappelez-vous, Pastel dans un premier temps, Orange, ce dossier-là, s'il est exhumé, ça risque d'être une bombe plus grosse, 1000 fois plus grosse que Air Guinée et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Tu peux me croire. Voilà. Non, mais aujourd'hui, je reviens donc à Cellcom. Il y a des problèmes. La clientèle est partie. Je pense qu'ils surfent davantage aujourd'hui sur les entreprises. Les offres faites aux entreprises. Et vous savez déjà, c'est une des particularités surtout de MTN. MTN résiste parce que MTN a surtout les miniers. Vous savez, ils sont très présents dans les zones minières et puis sur la nationale. Et vous savez que ça, les routiers, les sociétés de transport, les ambassades, ainsi de suite, ont besoin véritablement de ça. Les gens n'aiment pas des coupures quand ils sont sur les nationales. Ça, c'est connu. Donc, MTN a vraiment une force là-dessus. Et je crois savoir, quand il y a eu la grosse panne, vous vous souvenez, en janvier, je crois que c'était le 25 janvier 2021. Si vous vous rappelez de ce jour-là, il y a eu un gros bug parce que l'autre câble sous-marin avait été rompu. Mais MTN, quand même, avait continué à desservir ses clients, les entreprises. Parce qu'effectivement, ils avaient un backup qui leur permettait de le faire. Et ça leur permet de rester. Mais aujourd'hui, Cellcom a énormément de difficultés.
On pensait que les Américains rentreraient, mais avec tous les dossiers d'ordre judiciaire qu'ils ont, vous savez que forcément, il y a un lobbying aussi derrière. Parce que, attention, ils sont arrivés jusqu'à un montant astronomique de 65 millions de dollars à verser à El Hadj Ouassaba. Donc, ce que Celcom, bien entendu, on comprend bien, conteste. Donc, je ne sais pas. Et de toute façon, est-ce qu'on peut dire que c'est une société en faillite aujourd'hui? Parce que ce que j'entends. À partir du moment où oui, la justice a condamné, mais Celcom ne pouvait pas, en fait. Il n'y avait pas de liquidité. Il n'y avait pas de liquidité, il n'y avait pas. Voilà. Vous vous souvenez, vous parlez des actions même. Ils ont été fermés brièvement par des huissiers. Et même avec l'État, une fois, ils étaient obligés d'aller payer, si vous voulez, en urgence quelques sommes pour être rouverts. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais ce que nous allons faire, c'est nous rapprocher aussi de la société pour comprendre réellement. Parce qu'il y a beaucoup de nuances souvent dans ce type de dossier. L'État veut son argent. Mais comment le faire? Je sais que l'ARPT n'a pas intérêt à fermer une entreprise quand même qui emploie aussi des centaines de Guinéens. Mais s'ils disent aujourd'hui, de cette manière, vous devez payer cash, c'est qu'il doit y avoir d'autres problèmes. Mais je pense que la solution avec Celcom, c'est d'accepter d'être recapitalisé. Et là, c'est compliqué parce que si on doit vous prendre des parts, alors que vous traînez des dettes, des passifs astronomiques, et surtout des conflits, des contentieux judiciaires, parce que ça effraie beaucoup plus les investisseurs, parce qu'ils ne savent pas comment ça peut se terminer. Je viens de vous dire que El Hadj Ouassaba, ils étaient déjà arrivés avec les différents appels à 65 millions déjà de dollars. C'est qui dépasse, à mon avis, de loin la valeur même de la société en ce moment. S'il doit payer ça à un individu, vous imaginez, à l'État et à d'autres fournisseurs, qu'est-ce qui se passe? Justement. On va s'intéresser d'ailleurs sur ce dossier, mon cher Mohamed, parce que j'apprends de ce côté d'ailleurs aussi que les Américains ont vendu leur part en ce qui concerne Celcom Guinée, et que c'est un commerçant d'ailleurs qui aurait acheté ses parts pour pouvoir évidemment se lancer plus tard dans la téléphonie. Et il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a l'un des actionnaires qui était décédé, Bangoura, dont la famille aussi détient les parts. Il y avait quand même pas mal de situations justement non résolues autour de Celcom, parce qu'il faut que toutes ces entités s'entendent et qu'on voit comment épurer les passifs. Voilà, mon cher Mohamed Mara, le temps pour le réalisateur de joindre le directeur de la RPT dans 5 minutes. On va vous écouter, mon cher Tamba. Vous avez suivi cette actualité aussi, évidemment avec plus d'informations, mon cher ami. En effet, depuis plus d'un an déjà que la RPT est aux trousses, je vais dire entre guillemets, non pas que de Celcom, non pas que des opérateurs de téléphonie. Les opérateurs de téléphonie, et dans ce cas d'ailleurs Celcom n'était pas le seul, donc les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs de services internet, et la mine, tenez-vous bien, les radios, les radios également, sur la fameuse question des redevances. Absolument. Le principe, c'est de dire, manifester de la bonne volonté, commencer à payer. Entendons-nous sur un plan de règlement, mais que l'on monte, comme on dit, ou que l'on descende, chacun devra payer. Donc c'est la règle. Ça passe donc ça procède donc ainsi de cela. Depuis donc plus d'une année, la direction générale de la RPT, donc les services techniques de la RPT se sont mis justement à cette négociation-là avec pas mal d'opérateurs. Et ça c'est quand même une information qui va faire tilt. La mine, tenez-vous bien, Celcom n'a pas de licence depuis 4 ans. Donc, absolument. C'est l'information que nous avons. Celcom n'a pas de licence à jour depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Vous savez, ça se renouvelle annuellement. Normalement, oui. Voilà. Mais il se trouve justement que Celcom se retrouve dans une situation où depuis 4 ans, ils n'ont pas de licence d'après les informations qu'on a pu glaner. Illégalement dans mais la mine, c'est plus ou moins ça. Mais Celcom n'était pas seul. MTN y était depuis 3 ans. Donc c'est dernièrement que MTN a dû régler cela. Et le montant de la redevance, souvenez-vous, il a été de 55 millions de dollars. Et c'est aujourd'hui le montant imposable qui va s'imposer à Celcom. C'est une difficulté particulière. Parce que déjà, Mara a évoqué la question de Ouassaba. Vous avez vu tout le bruit qu'il y a eu autour. Celcom ne parvient, d'abord au début, ne parvient pas à régler la note. Puis finalement, le dossier judiciaire qui va s'ouvrir et qui perdure jusque-là, on ne veut pas payer. On se dit qu'on est en bon droit du côté de Celcom. Ouassaba qui exige des règlements.
Lamine, ce n'est pas simple du tout. Et donc, les jours à venir, parce qu'ils ont quand même jusqu'au... je crois 15. Que c'est 15 février. On va aller sur le terrain, Tamba, si tu me permets. 31 janvier, voilà. Bon, on verra ce qu'il en est. Nous avons donc le directeur général de l'ARPT ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour, chez les GG. Bonjour aux auditeurs. Voilà, allez-y mon cher Tamba. Voilà, il y a ce communiqué pris par l'ARPT justement qui invite aussi bien les opérateurs de téléphonie que les fournisseurs de services Internet et même aussi les radios à s'acquitter de leurs redevances. De quoi procède votre démarche, monsieur le directeur général? Ok, ben merci Tamba. Merci aux grandes gueules. C'est très simple. Hein. L'autorité de régulation, comme vous pouvez l'imaginer, a un rôle tripartite et se doit d'être équitable vis-à-vis des trois acteurs avec lesquels nous travaillons. Il s'agit de l'État, il s'agit des consommateurs et il s'agit des investisseurs. Alors aujourd'hui, on est dans la démarche de remettre les consommateurs dans leurs droits. Les investisseurs, tout a été mis en œuvre depuis l'année dernière pour qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Bah, il est temps que l'État aussi rentre dans ses droits. Il se trouve que certains de ces opérateurs ne sont toujours pas en règle vis-à-vis de leur paiement de redevances. Pour rendre simple, que ce soit les opérateurs téléphoniques, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet ou que ce soit les stations radio, fonctionnent avec des ressources rares que nous mettons à disposition. Et la gestion de ces ressources rares-là veut qu'il y ait des redevances qui sont payées chaque année sur la mise à disposition de ces ressources. Alors vous serez étonné d'entendre que certains ont des arriérés de plus de 5-6 ans. Ils se sont toujours pas mis à jour, que ce soit du côté téléphonie ou du côté radio. Il y en a, ça varie de 5 jusqu'à 3 ans de retard. Et aujourd'hui, la date butoir, c'est le 15 février. Voilà. Oui, je pense qu'on l'a perdu là. Peut-être. Quelle ligne on a ici? Parce que nous avons envoyé les factures 2023 cette année. Nous serons obligés de suspendre leur activité jusqu'à ce qu'ils se régularisent. Voilà. Alors, venons-en au cas des sociétés de téléphonie. Hein. On évoquait le cas Celcom. Tamba nous apprend ce matin que depuis 4 ans maintenant, Celcom n'a pas de licence. Qu'en est-il des autres sociétés? Est-ce qu'MTN aussi pareil? De licence en règle. En règle, voilà, c'est bien cela. Alors, à ce stade-là, j'éviterai de faire du direct, c'est-à-dire qu'on va pointer personne du doigt. Le communiqué. Mais non. Socra, ça ne passe pas, monsieur Barry. Je suis désolé. Vous êtes chez les GG, vous n'allez pas quand même faire des communiqués et puis dire que je ne vais pas pointer du doigt. On sait qu'il y a des problèmes. On sait que Celcom a des problèmes. Allons, touchons la plaie, Socra. Le problème, mais on va se calmer. Le problème, il n'est pas compliqué, il est connu. Celcom a jusqu'au 15 février pour prendre sa licence. Ok, en clair, donc, Celcom en Guinée, si je peux me dire ainsi, c'est-à-dire exploiter, je veux dire, travailler sans licence dans notre pays, c'est bien cela? Une fois de plus, Lamine, je sais qu'on est sur les grandes gueules, mais comme je dis, pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est que tous les opérateurs se mettent à règle. Il ne s'agit pas d'un opérateur en particulier. D'accord. La réponse à votre question, j'ai déjà donné, qu'il s'agisse des opérateurs téléphoniques, fournisseurs d'accès Internet, des stations radio ou des gens qui utilisent les talkie-walkie, ils sont tous assujettis aux mêmes règles. Ils ont des ressources rares, ils doivent payer des redevances là-dessus. Et le 15 février, tous ceux qui ne seront pas en règle verront leur activité suspendue. D'accord. Est-ce que ceux qui ne seront pas en règle d'ici le 15 février verront leur activité suspendue? Et si on dépassait cette étape-là, puisque d'aucuns parlent même de liquidation pour le cas spécifique de Celcom, c'est vrai que ce n'est pas à votre niveau. Est-ce qu'on peut entrevoir une telle démarche, un tel scénario? Vous avez dit vous-même que c'est vrai que ce n'est pas à mon niveau. Donc je m'abstiendrai de commentaires sur le sujet. Ce n'est pas à mon niveau. Pour le moment, il s'agit de se mettre à jour vis-à-vis de ces redevances. Et comme on a dit, on attend toute l'année. D'accord. On a suivi toutes les démarches qu'il fallait. C'est-à-dire que tous les opérateurs, que ce soit fournisseurs d'accès Internet, téléphonique ou, comme on a dit, les radios talkie, ont reçu des courriers de relance. Ils ont été reçus dans nos locaux. Il y a eu des échanges et il y a eu un courrier par voie d'huissier. C'est-à-dire qu'on a épuisé tous les moyens légaux pour qu'on puisse régler cette situation. Maintenant que ces voies n'ont pas marché, la date butoir est là et la décision ultime sera prise. Alors, voilà. Le directeur général de... On a quand même fait preuve d'une largesse en termes de démarche
où on a passé même 9 mois en train de négocier avec tout le monde pour dire mettez-vous en règle, c'est ce qu'il faut, nous avons obligation de vous protéger, mais pour le faire, vous devez être en règle. Nous sommes obligés de faire nous allons faire notre travail. Et notre travail, c'est quoi? C'est de nous rassurer que le secteur est régulé, que tous ceux qui sont dans le secteur obéissent aux mêmes règles, et il y a une certaine transparence et une certaine neutralité vis-à-vis de tous les acteurs. Personne ne sera privilégié. Et c'est ce que nous avons l'intention. Monsieur le directeur, pour être plus clair pour ceux qui nous écoutent ce matin, dites-nous concrètement, Celcom doit combien aujourd'hui en termes de redevance? C'est quoi le montant? Comme je vous ai dit une fois de plus, attendons la date du 15, la justice, vous savez... Là quand même, monsieur Barry, on ne vous demande pas, on sait que ce sont des partenaires à vous, vous êtes le régulateur, l'aspect commercial ne vous intéresse pas, mais là on parle de redevance quand même. Voilà. Là, qu'est-ce que Celcom doit et qui aujourd'hui amène cette menace, la menace de cette sorte d'épée de Damoclès sur sa tête? Ils vous doivent combien à ce jour? Les grandes gueules, je vous entends bien, mais en même temps, on est en train de parler de ceux qui sont concernés. On parle, quand je mets tout ensemble, fournisseurs d'accès Internet, radio, on est en train de parler au moins d'une trentaine d'institutions. On ne va pas se focaliser sur une seule société. Acceptez cela, s'il vous plaît. Le moment venu, les montants vous seront communiqués et ne vous inquiétez pas. Tout sera d'accord, mais est-ce que, au-delà de Celcom, qu'en est-il de la situation des deux autres mastodontes de la téléphonie, notamment Orange Guinée et MTN? Est-ce que ces deux, là aussi, opérateurs sont dans le même cas sont dans la même situation? Comme j'ai dit, pour le moment, je peux vous dire que oui, il y a des opérateurs téléphoniques qui ne sont pas en règle. Je ne veux pas aller dans le détail. Le travail est en cours. D'accord, mais est-ce qu'il y en a qui sont en règle? En parlant exclusivement des sociétés de téléphonie, est-ce qu'il y en a qui sont en règle avec vous? Oui, il y en a qui sont en règle. Donc il y en a une en règle et deux qui ne sont pas en règle. On a fini par comprendre. Monsieur le directeur, est-ce que... Vous ne me pousserez pas sur l'antenne à faire la publicité. Non, mais de toute façon, on a compris. Monsieur Barry, par des exemples, vous avez été très clair pourtant. Monsieur le directeur, est-ce que votre démarche est en droite ligne avec la sortie de l'agent judiciaire de l'État? Vous savez, ces derniers temps, l'agent judiciaire de l'État a aussi fait une interpellation similaire en direction des sociétés et régies financières qui accepteraient de cacher, si vous voulez, ceux qui doivent à l'État. Est-ce qu'il y a un lien entre la sortie de l'agent judiciaire de l'État et votre démarche? Alors, il n'y a absolument aucun lien. Comme je vous dis, la régulation se doit d'être indépendante de toute démarche politique. Donc, je vous le confirme, il n'y a absolument aucun lien. Nous collectons les redevances qui sont la mise à disposition de ressources rares vis-à-vis des opérateurs. Nous avons fait toute la démarche pendant 9 mois en utilisant les voies et moyens légaux et possibles et amiables. Les gens ne veulent pas tempérer. Nous allons changer de méthode. Voilà. Mais la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on a épuisé tous les moyens légaux. Donc, la justice est saisie. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante. Le directeur général de l'ARPT en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace, c'est Koubar Barry. Il est avec nous. On s'intéresse à ce sujet, mon cher ami. On parlait d'un compte occulte au temps de Yacouba, l'ex-DG de l'ARPT. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y avait un compte occulte du côté d'une banque de la place, Afriland Bank First Bank? Alors, je ne ferai aucun commentaire là-dessus parce que, comme vous le savez, vous m'avez appelé tout à l'heure la première question par rapport aux stations. On a répondu, mais ce deuxième sujet, je ne ferai aucun commentaire. Voilà. Alors, quelle est votre relation aujourd'hui avec le ministère de la Télécommunication, Gawal, entre autres? Et peut-être avec Afriland aussi. La relation, c'est normal. C'est une relation de collaboration entre ministère et régulateur. Et il n'y a pas plus que ça. Ça se passe très bien. Bon, alors, vous dites, vous ne pouvez pas commenter la présence du compte de l'ARPT ou d'un compte de l'ARPT à Afriland First Bank, mais parlez-nous aujourd'hui de vous, vos propres comptes. Est-ce que vous êtes en relation avec Afriland First Bank ou une banque privée, ou alors vous restez exclusivement à la Banque centrale? Voilà.
Nous avons pris fonction au mois de décembre 2021 et je peux vous dire que depuis que nous sommes en fonction, la RPT a un seul compte et c'est à la Banque centrale. Voilà. Allez-y, monsieur le directeur, moi j'insiste sur la question, cette cohabitation avec le ministre qui finalement est dans vos locaux. Et beaucoup disent qu'il a un regard sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous dites ça devient une affaire personnelle? Est-ce que ça ne vous dérange pas, sa présence dans vos locaux? Non, pas du tout. Je ne vois pas d'où vous prenez ces sujets-là, mais non. Le travail se passe bien. Allez-y, madame. Bien. Je voulais vraiment, peut-être je n'insisterai pas sur la question sur laquelle vous ne voulez pas vous prononcer, mais j'aimerais quand même avoir un état des lieux parce que je suppose que quand vous êtes arrivé, nous on parle de ce compte parce qu'on a un peu essayé de fouiner un peu, on ne vous forcerait pas à répondre, mais quel état des lieux vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu trouver par rapport au compte? Quelle était la situation de l'ARPT quand vous avez pris fonction? Vous savez, le jour de la restitution du plan stratégique triennal qu'on a mis en place, je pense qu'on a invité tous les acteurs, les médias, vous étiez aussi sur place, et on a quand même fait une vidéo de 11 minutes où on a fait la restitution du bilan, qui commence par l'état des lieux, qu'est-ce qu'on a trouvé en place et qu'est-ce qui a été mis en place pour l'année 2022, et quels sont les gros chantiers qui nous attendent pour les 3 prochaines années, et surtout pour l'année 2023. Alors, on se concentre plus sur le futur. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? 2023, pour nous, l'objectif, c'est la certification ISO de la RPT et se rassurer qu'une fois de plus, la RPT fasse son travail qui est vraiment de réguler le secteur de façon impartiale, neutre, transparente. Alors, monsieur le directeur général... Vous savez, je vais vous dire sur un point. Pourquoi ça me dérange un peu que tous les sujets, toutes les questions pour une autorité de régulation soient tournées sur le côté financier? Parce que c'est quand même une certaine méconnaissance de la régulation. C'est pas une régie financière. La régulation, c'est pas l'argent. La régulation, c'est vraiment les gendarmes du secteur. C'est de se rassurer que... Mais vous recevez des redevances. Qui sont soumis à une licence, j'en viens, qui sont soumis à une licence, et non, on leur donne un cahier de charge et on se rassure qu'ils respectent les cahiers de charge. C'est-à-dire qu'ils respectent les engagements contractuels qui les lient avec l'État. Nous rassurons que les opérateurs dans le secteur qui investissent dans le pays sont dans leurs droits, et nous nous rassurons aussi que les consommateurs ont la qualité qu'ils méritent par rapport à ce qu'ils payent, et ils sont traités de façon convenable vis-à-vis de ces opérateurs avec lesquels ils travaillent. D'accord. Le côté pécunier n'est jamais le plus important chez un opérateur. D'accord. Monsieur DG, ça on aura compris. On sait à peu près ce que ça veut dire que de réguler. Mais en même temps, vous êtes le seul bâtiment d'EPA ou quoi, je sais plus, un immeuble en verre. Ça traduit très clairement que vous avez beaucoup de moyens. Donc permettez que l'on porte quand même ce regard là-dessus. L'RPT, c'est beaucoup d'argent. Et ce qui m'amène quand même à la question présente, celle du statut de l'ARPT. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de discussions. ARPT régie financière, ARPT placé sous la tutelle du ministère des Télécommunications. C'est quoi finalement la vérité concernant l'ARPT DG? Alors, c'est très simple. L'ARPT collecte des redevances et l'ARPT, vous pourrez vous renseigner auprès du Trésor public, c'est des reversements au niveau du Trésor public. Je n'irai pas dans les détails financiers là, mais il est important de retenir que l'ARPT ne collecte pas des redevances pour son uniquement. L'ARPT collecte de l'argent qui est reversé au Trésor public. C'est important à clarifier. Le deuxième point, quel est le statut? L'ARPT est une AAI, qui veut dire une autorité administrative indépendante. Et c'est pour ça qu'on joue un rôle entre les 3 parties qui travaillent ensemble pour le bien-être des populations. Une autorité administrative, on voit bien une autorité. Est-ce qu'elle se défait de la tutelle du ministère des Télécoms? Jusqu'à quel point, monsieur le directeur général, jusqu'à quel point le ministère a-t-il son mot à dire dans la gestion aussi bien administrative que financière de la RPT? Une fois de plus, la collaboration se passe très bien avec le ministère. C'est une relation de collaboration. La RPT fonctionne comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est une autorité administrative indépendante. On va pas se remuer trop sur le sujet. Monsieur le directeur, est-ce que l'ancien DAF est toujours en fonction?
Alors, oui, il est toujours en fonction, mais là, je n'ai plus beaucoup de temps. Je reprends, oui, il est encore en fonction. Parce que nous vous posons la question, c'est par rapport à la question de madame tout à l'heure autour de ce compte occulte. Il fait partie de ceux qui ont manœuvré pour virer de l'argent de la RPT dans ce compte vers Afriland First Bank. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il est toujours en fonction alors qu'il fait partie des personnes incriminées, même si soupçonnées, même si bien entendu, je crois c'est pas vous qui nommez. Je vais devoir vous foutre compagnie, mais je reprends une dernière fois. L'importance aujourd'hui, c'est de communiquer pour que les populations, les acteurs soient informés en amont de ce qui va se passer à partir du 15 et de toutes les démarches qu'on a eu à mener avant d'arriver à cette date. Donc, ceux qui ne se mettront pas en règle, nous prendrons des décisions parce que les voies et moyens ont déjà été... on a déjà fait recours à tout ce qui est comme voies et moyens légaux. Donc, aujourd'hui, il est important pour que les populations sachent ce qui arrive. L'autre sujet, comme je vous ai dit, on peut la tourner sous toutes les formes possibles. Je ne ferai pas de commentaires dessus. Je pense que, voilà, on peut la tourner sous toutes les formes possibles. Ouais, et ça se comprend, hein. C'est une patate chaude. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Marie, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules continuent sur Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Événement, Radio Espace Mamou. Au début, ils étaient 15 établissements en compétition. Match après match, le poids des arguments. Seul le poids des arguments. 10 se démarquent et se qualifient pour le tour suivant. Le complexe scolaire Saint-Joseph de Cluny, le lycée Cabral, le lycée Doucouré, le lycée Grand-Ducal, le complexe scolaire Alima, le complexe scolaire Bambino Emmaüs, le lycée EBB, le complexe scolaire AAD, les élites et écoles modernes. Le savoir à l'heure. Radio Espace Mamou monte en tension avant les chocs. After School, la demi-finale, c'est à vivre uniquement et exclusivement sur Radio Espace Mamou, la radio du savoir et de l'excellence. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, sur Espace TV également, vous nous regardez là. Vous nous écoutez aussi sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Retrouvez donc l'intégralité de l'émission également aussi sur notre site partenaire guinée114.com, guinénews.org. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant, si c'est maintenant que vous le faites. Le Front National pour la défense de la transition à nouveau au devant de la scène. En effet, tout est parti de la dernière assemblée générale de l'UFDG. Le FNDT aurait mandat de recevoir les contreparties financières pour accorder donc des positions au sein des délégations spéciales annoncées par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces déclarations de Cellou Baldé font écho à la vague donc de suspicion qui enfle depuis donc les suspensions répétées de conseils communaux en Guinée. Kéamou Begola Abba se justifie donc ce matin chez les GG. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Les GG. Mon cher Diba, on a écouté le DG de la RPT. Oui. Une patate chaude dans la main, il faut le dire, Diba. Oui, il marche sur des œufs. On voit qu'il est très prudent, mais d'ailleurs, il a lâché l'information. On sait quand même qu'il y a une société de téléphonie qui serait en règle. Maintenant, est-ce que moi je ne vais pas faire une mauvaise publicité aux autres, mais ce qui est important, c'est que dans sa communication, aujourd'hui, n'oubliez pas que l'État est dans une dynamique, Lamine. L'État est dans une mobilisation des ressources internes. Ouais. Partout, on a pris des mesures. C'est le cas de la DNI, la Direction nationale des impôts, où on a augmenté, disons, les taxes et pour toutes ces sociétés. Par exemple, pour les petites sociétés, comme ceux qui ont des statuts SARL, on vous parle de 30 millions. Et aujourd'hui, la RPT également est dans cette dynamique, dans le cadre de la collecte de ces fonds-là, parce que l'État a ouvert des chantiers partout. Ouais. Il faut aller vers un investissement. Pour le cas de Celcom, pourquoi on en parle?
Cellcom aujourd'hui se retrouve dans une situation, ça nous rappelle un peu la Sotelgui. Ouais. La Sotelgui, vous savez, à l'époque, en 2012, avec l'arrêt des activités, la Sotelgui avait une santé financière chancelante, avec beaucoup de difficultés. Et finalement, ils ont décidé de fermer boutique. C'est après, dans le cadre de la relance, on est allé voir Exim Bank, vous vous souvenez des 50 millions de dollars pour relancer l'entité. Mais perdu, voilà. Et perdu, ces 50 millions de dollars, vous imaginez? Wow. Oui, et ça, je pense que voilà un terrain sur lequel aujourd'hui, moi je posais la question les yeux dans les yeux à l'ancien DG, c'était Saïd Koulibaly, c'est ça? Oui. Il m'a dit clairement, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pouvez nous dire que cet argent est perdu? Il a dit, ça fait mal de le dire, mais oui, c'est perdu. Parce que 50 millions de dollars ont été cherchés dans le cadre de la relance. Qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds-là? Je pense qu'aujourd'hui, la CRIEF est mieux placée pour nous situer sur cette question. Il y a de l'équipement, mais qui n'était pas adapté. Qui s'est foutu, voilà, qui est grippé et tout. Donc, il y a eu de mauvais investissements avec ce genre. Et aujourd'hui, pourquoi je fais cette étude comparative? C'est parce que nous apprenons que les passifs de Cellcom sont assez élevés. À un moment même, dans le cadre de la relance de Guinée Télécom, d'aucuns parlaient d'une possibilité de rachat de fusion entre les deux entités. Mais ça, c'est un ancien dossier, mon cher Diba, parce que moi, je me souviens au temps d'Alpha, par exemple, et tout ça. Il disait il fallait racheter Cellcom pour fusionner avec Guinée Télécom à l'époque. Je ne sais pas si c'est Guinée Télécom. Guinée Télécom, c'était ça, Guinée Télécom. Mais sauf qu'il y a un consultant même à l'époque qui avait dit attention, c'est un gros risque parce que c'est une fusion entre un mort-né et une comateuse. Alors la comateuse, c'est Cellcom parce qu'il y a des passifs. C'est l'État qui aurait dû payer justement les fournisseurs et les créanciers. Voilà, les passifs. L'État serait dans l'obligation de prendre en charge ces passifs et Cellcom aurait pu avoir 16 ou 8% d'actions au sein de la nouvelle société. Ce que l'État n'a pas accepté à l'époque. Alors, ce sont des chiffres que moi je prends avec des pincettes, mais on parle de 500 milliards de passifs. Est-ce que c'est ce que Cellcom doit aujourd'hui à l'État? Si tel est le cas, est-ce que Cellcom a la capacité d'éponger ces obligations-là vis-à-vis de l'État? Et si on n'arrive pas à ça, c'est pourquoi je parlais tantôt de liquidation à un moment donné. Ça s'est fait dans certains États. Vous êtes dans l'incapacité de payer ce que vous devez à l'État parce que 500 milliards, si cela s'avère, c'est beaucoup d'argent pour une société. 500 milliards, là tu parles en termes de fiscalité. De fiscalité, de redevance, compilée. Mais on ne sait pas. Voilà, ça c'est au niveau de l'État. Qu'en est-il de ceux-là qui justement aujourd'hui cherchent à prendre la société parce que qui disent que la société leur doit. Et ça c'est quand un seul individu quand même réclame 65 millions de dollars, c'est son droit le plus absolu. Au-delà des 500 milliards. C'est son droit le plus absolu, Mohamed Mara. Non, c'est ce que je dis. Ça veut dire que les 500 milliards, on est probablement de l'ordre du double en réalité. Justement. C'est ça le problème. Et les 500 milliards, c'est cette compilation entre redevances et taxes. Maintenant, le risque, c'est où? C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les investisseurs. Parce que plus il y a la concurrence, plus ça profite aux consommateurs. Forcément, mais sauf que la situation aujourd'hui de Cellcom, mon inquiétude c'est est-ce que cette société va se relever pour deux raisons. Premièrement, est-ce qu'elle pourra éponger ce qu'elle doit à l'État? Si elle ne le fait pas, qu'est-ce que l'État va faire? Est-ce qu'on va aller vers une liquidation pour utiliser ces installations pour Guinée Télécom qui arrive avec force? Parce que Ousmane Gawal disait c'est cette année. Est-ce qu'on va aller avec ça et on va récupérer ces sites? Parce que n'oubliez pas que Orange seulement a plus de 1000 sites dans tout le pays. MTN, nous apprenons autour de 800 sites. Mais ces installations-là, est-ce que c'est des installations propres à Cellcom? Parce qu'il y a une loi quand même qui demande aux opérateurs de téléphonie. Non, si. Alors la plupart, attention, important. Toutes les sociétés de téléphonie, en plus de leurs propres installations, utilisent aussi les installations de la Sotelgui. C'est bien ça, oui. Attention. Et Saïd Koulibaly à l'époque, vous vous rappelez, cherchait justement à clarifier cette situation parce qu'en réalité, la plupart de ces sociétés-là doivent aussi de l'argent à l'État dans ce tout. Parce qu'il y en a qui sont il y en a qui sont allés s'arrimer directement sur les installations de la défense. Et il y a ce problème aussi qui n'est pas résolu. Et c'est ce qui fait que la couverture géographique priorise plus Orange à certains, mais pour le cas de Cellcom, parce que quoi qu'on dise, Orange comme a investi. Oui, il faut quand même beaucoup d'investissement, ça il faut le relever ici. Mais Cellcom, je pense que j'ai très peur pour cette entité. Il faut éponger ce qu'on doit à l'État. On compile taxes et redevances, on parle de 500 milliards entre guillemets. Les actifs sont assez importants. Les passifs sont assez importants. Maintenant, les actifs, on parle quelque chose de 300 milliards. Est-ce que c'est vrai? Ça aussi, il faut prendre avec des pincettes. Mais ce qui est important, même si un investisseur aujourd'hui venait pour reprendre
Cellcom, ça serait difficile. Très difficile. Parce qu'il y a les démêlés judiciaires il y a beaucoup et il y a de choses. ceux qu'on doit à l'État. Parce qu'avant de reprendre, d'abord, ils vont faire d'abord la valorisation de l'entreprise. La valorisation, c'est de faire un diagnostic du patrimoine. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Pourquoi vous êtes déficitaire? Est-ce que c'est la politique qui est appliquée qui ne marche pas? Donc, la personne va aussi regarder les finances de la société avant d'investir en COPEC. Je suis d'accord. Et ça, je ne vois pas aujourd'hui un investisseur prendre assez de risques dans un secteur aujourd'hui où il y a un monopole avec une entité. Ça demande beaucoup de choses. Je pense que c'est à l'État aujourd'hui de se battre pour préserver les emplois ou systématiquement, si ça ferme, ces travailleurs-là pourront peut-être aller vers Guinée Télécom qui est annoncé en fanfare. Mais avec autant de passifs, pourquoi ne pas carrément demander à l'État, pourquoi ne pas carrément acheter une nouvelle licence et tu t'installes? C'est ça. Si tu as plus de $100 millions, pourquoi ne pas acheter carrément une licence? Il y a quand même quelque chose, sans trouver d'excuses à Cellcom et à d'autres sociétés qui se retrouvent dans cette situation, puisque le directeur insiste, c'est pas seulement les sociétés de téléphonie, il y a des sociétés, donc des fournisseurs Internet, mais également des radios qui se trouvent dans cette situation. Il y avait quand même une politique développée par le système de radio. C'était de laisser les gens dans cette situation, c'est-à-dire les gens qui ne payent pas, on ne réclame pas, ou alors on réclame. Au niveau des radios. Après, il y a des arrangements qui se faisaient. Non, il y a des je le raconte parce que du côté de l'agence judiciaire de l'État, ou disons pour toutes les sociétés d'ailleurs, l'agence judiciaire de l'État a sorti ses communiqués la dernière fois où il demandait aux régies, je crois d'ici demain, c'est la date butoir, d'envoyer toute la situation des personnes qui doivent à l'État. Parce qu'il y a énormément de sociétés comme ça qui doivent à l'État, mais qu'on ne connaît pas, parce que tout simplement les gens qui doivent réclamer ne l'ont pas fait, ou alors s'ils l'ont fait, ils n'ont pas remonté les informations. Je crois tu as oublié un chiffre. Finalement, on a un chiffre, Jacques. Oui. Cet important opérateur dans les BTP qui nous révélait la dernière fois, la mine sur 6000 sociétés qui sont enregistrés dans pas mal de secteurs qui doivent verser de la fiscalité, il y en a environ que 2000 qui payent. Donc vous avez 4000 donc qui ne sont les pas, deux tiers ne sont des pas entreprises guinéennes ne payent pas. Je vois. C'est ça en fait le problème. Je le rappelais la dernière fois. Et finalement, vous savez, même ça c'était utilisé même politiquement contre certains opérateurs, parce qu'on sait que vous devez, dès que vous commencez à faire un certain nombre de choses, on vous appelle. Voici ce que vous devez. Donc faites très attention. Les gens étaient obligés de marcher. Après, quand la politique s'y mêle, c'est un peu compliqué. Évidemment. Voilà, nous on a vécu ça avec le temps d'Alpha, où on a envoyé une facture de plus d'1 milliard de francs guinéens ici du côté de la RPT et tout ça. Ça, c'est un autre dossier. Allez-y, mon cher Tamba. Tu avais fait 100 ans sans payer. Tu avais probablement passé 100 ans sans payer. Ah bah écoutez, hein. Voilà. Alors pour Cellcom, ça va être très très compliqué. Guiba a posé la question, mais je pense que à moins d'une aide particulière tombée du ciel, ça va être très très compliqué. Je regarde tout à l'heure les chiffres sur les plateformes de l'ARPT. Vous allez d'abord commencer par observer que sur le revenu global déclaré, donc des différentes entités, notamment les trois, les opérateurs Orange, MTN et Cellcom, vous allez remarquer en réalité qu'il y a une baisse sur le revenu global déclaré, notamment sur l'année 2022. Sur l'année 2022, vous allez le voir, notamment sur le premier trimestre, parce que c'est assez fait comme ça sur 3 grands trimestres. Sur le premier trimestre et sur le troisième trimestre, il y a une baisse de revenus qui est déclarée pour toutes les sociétés, les sociétés cumulées. Vous allez même voir que le taux de croissance trimestrielle va chuter sur le dernier trimestre 2022, donc à fin décembre, de 3,4%. Carrément sur tous les opérateurs. Et c'est pour dire que plus loin, il y a quand même plus d'attention à devoir porter sur l'animation de ce secteur-là. Je lisais des chiffres plus loin. Vous allez voir qu'il y a des années où vous avez jusqu'à 15 millions d'abonnés. 15 millions d'abonnés, c'est en prenant en compte que certains en Guinée peuvent avoir 3 numéros, ainsi de suite. Quand vous faites ce cumul au niveau des abonnés, vous allez jusqu'à 15 millions. Sauf qu'au dernier trimestre 2022, la mine, ça chute. Curieusement, vous vous retrouvez, de 15 millions, vous vous retrouvez à 13 millions. C'est des abonnés fictifs d'abonnés. Ça veut certainement dire que certains utilisateurs ont dû abandonner un numéro ou un opérateur. Les règles qui avaient été instaurées là. Pour s'enregistrer. Oui, pour s'enregistrer, voilà. je crois. Donc il y a une baisse. Et il y a une répercussion sur la part de marché sur les revenus des différents opérateurs. Rapidement, Orange aussi,
ça c'est depuis 2020. Depuis 2020, Orange a oscillé entre 72% et pour 2022, 76% de marge de part de marché sur le revenu. Oui. Orange occupe cela. MTN est parti entre 19, parce que 19 c'est quand même ce que MTN a fait à décembre 2022, mais au début, MTN est parti pratiquement de 22%. Aujourd'hui, il y a quand même une légère régression sur les revenus déclarés. Oui. Est-ce qu'il y en a plus ? Je n'en sais rien, je dis sur ce qui est déclaré, il y a quand même ce recul. Mais Celcom, c'est pire. Absolument. Surtout sur la dernière année. Celcom, par exemple, est parti de 6,8. Figurez-vous qu'aujourd'hui, sur les parts déclarées, Celcom est à 3,6. De 6,8, on se retrouve à 3,6. C'est un peu pour vous dire que c'est carrément, c'est plus ou moins éclaté en deux. C'est de moitié désormais que Celcom réussit par rapport à ce qu'il faisait avant. Il faut le dire, c'est certainement une entreprise en difficulté. Et comment ils vont faire pour payer ne serait-ce que les 55 millions que MTN a dû payer il y a quelque temps? Comment est-ce que Celcom va le faire pour revenir dans les règles? Attendons de voir la suite. Mais ce n'est pas gagné, ça va être une tartine, ça va pas être une tartine à couper pour Celcom. Voilà, mon cher Tamba, on va essayer d'ailleurs de joindre du côté de Celcom Guinée, si on peut éventuellement avoir un reprendant de ce côté, évidemment, pour parler de ce sujet. On parlera politique dans la deuxième partie de l'émission. Gestion des jeux en Guinée, le secteur ouvert à la concurrence. Cette question posée ce matin, Guiba s'est intéressé. Et puis, la tournée de Charles White. Le roi Charles a encore frappé. On vient à 10h. Amadou Sow à la réalisation de cette émission à la radio. Merci à Mafata Sano, à Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit. Tout ça, ça fait un seul homme, il faut le rappeler. On parlera politique dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Le Front National pour la défense de la transition, à nouveau au devant de la scène. En effet, tout est parti donc de la dernière sortie du côté de l'UFDG. Le FNDT donc aurait mandat de recevoir des contreparties financières pour accorder des positions au sein des délégations spéciales annoncées par le ministre de l'administration du territoire. Cellou Baldé l'a dit, et ce matin, Bogola Abba, voilà, il réagit ce matin et se justifie donc chez les GG, ça serait un peu plus tard dans notre émission. On revient évidemment sur ce sujet, évidemment. Du côté de Celcom, il y a du nouveau, mon cher ami. Voilà, comme je le disais tout au début, c'est quand même une situation délicate où vous voyez vos revenus chuter, vos abonnés vous lâcher. Celcom se retrouve donc dans une situation difficile, du moins à en croire les chiffres qui sont accessibles à tous les Guinéens, y compris à Celcom sur les plateformes de l'ARPT. Alors, en observant cela, on s'interroge un peu plus. Comment est-ce qu'on en arrive là? Vous vous souvenez du lancement de Celcom, avec les 650 minutes gratuites, un grand concert auquel Econ avait participé. À l'époque, nous étions là, je crois que c'était en 2008. Lancement en fanfare, on s'est dit, ça va marcher, nous avons un opérateur désormais qui va faire changer les choses. Les tarifs pratiqués à l'époque par Ariba, qui est devenu MTN, vont chuter avec l'arrivée de Celcom Guinée. Donc c'était vraiment un ouf de soulagement pour tous les Guinéens. On s'est dit, voici une société qui a de l'avenir, ici même en Guinée. Alors, comment on fait pour partir de ce très bel élan du début et revenir chuter de cette façon-là? Les grandes gueules. Une information première que nous avons reçue, je vais la tenir avec beaucoup de prudence, c'est bien de dire que de 2008 à 2016, sous le management de l'équipe israélienne qui était présente ici pour Celcom, Celcom a pu être en règle avec l'État guinéen. 2008-2016, pratiquement 8 ans que les choses ont plutôt bien fonctionné. Puis va advenir un autre leadership à partir de 2016. On va avoir un Indien qui arrive, qui malheureusement ne va pas durer longtemps parce qu'il arrive en 2017. Et tenez-vous bien, ça correspond à un moment particulier de la vie de notre pays. C'est le feuilleton Benny Stemeds, les différents procès.
Oui, avec les blocs miniers et le professeur Alpha Condé. Ce serait d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Israélien aurait sauté. Mais bref, ça, ce sont des causeries comment on appelle des grandes gueules. Non, j'ai envie de dire de palais. Parce que les logiques de palais telles que Alpha, il les entretenait, tout était possible avec lui. Tu ne l'avais pas salué il y a 20 ans, il était capable de te démettre de tes fonctions 20 ans plus tard. Donc, il a quand même la rancune tenace. On l'a dit plusieurs fois de ce Alpha Condé-là. Lamine, ce qui va donc se passer, c'est qu'à partir de ce moment, il y a un feuilleton intéressant qui arrive. Les fameux 13% de prise de part au capital de Celcom Guinée. À quelles conditions l'information que j'ai est plutôt étonnante, surprenante et peut-être même révoltante. Je poserai des questions, c'est pourquoi je ne la livre pas maintenant. Je poserai des questions pour m'en assurer. Mais si les hypothèses sont l'information initiale que je reçois là-dessus est vraie, ce serait quand même inconcevable aujourd'hui dans un monde comme ça que l'on puisse céder tout bonnement, tout gracieusement des parts à quelqu'un qui, plus est encore, a des responsabilités au sein du conseil d'administration de votre entreprise. Les grandes gueules. Ça m'étonne, ça me surprend. C'est pourquoi je dis, il va falloir que je me renseigne davantage. Mais que l'on te dise, tu es membre du conseil d'administration et à un très très haut niveau au sein de ce CA, et que l'on dise en plus, on va en plus de tout cela t'offrir des parts, 13% de parts au capital de l'entreprise. Lamine, étonnez-vous. Étonnez-vous à partir de ce moment. Et dès lors, et c'est quand même ce qui est dit, on attend encore une fois, c'est pas une affirmation d'emblée, j'irai justement davantage pour en savoir ce qui s'est véritablement passé, mais il y a quand même une chose qui reste devoir être questionnée. Comment fait-on pour que depuis 2008, depuis 2018, 2018, ok. Comment fait-on pour que dans un état normal, où tous les services fonctionnent, où le fisc fonctionne, où vous avez l'RPT qui a lui aussi sur son dos le trésor public, comment fait-on pour que depuis 2018 jusqu'en 2023, vous ne vous acquittiez pas de vos redevances? Redevances, ok. Comment vous faites? Est-ce que c'est ce fameux compte dont on parle du côté de Fairless Bank, c'est ça? Afriland Bank. Non. Alors, non, mais je pose des questions, mon cher Diba. Je pose des questions. Tamba nous amène sur le terrain d'une collusion. Absolument. Donc, c'est la collusion. Voilà. Comment on peut le couvrir toutes ces années? Comment ça peut se passer sur toutes ces années? Pour que vous ne payiez pas vos redevances. Le problème de Lamine, c'est qu'il est le Yakanké le plus intelligent. Vous êtes en train de contourner les choses. Lui, il sait c'est quoi sa cible depuis le départ. Il pose la question en connaissant la réponse. Et vous faites semblant de ne pas avoir compris. Allez-y, mon cher papa. Mohamed, voilà. C'est ça le problème. Allez-y, mon cher papa. Alors, comment vous faites? Je repose quand même cette question. Après, chacun va faire sa réflexion là-bas. On est à la fac là. Mais on doit vous devez plusieurs milliards à quelqu'un. Il a le droit, la loi avec lui. Il a les institutions. Les grandes gueules. Il a la force. Il a la puissance publique. Je vais dire pire. Je ne vais pas dire police et gendarmerie. Il a même l'armée. Il a tout ça avec lui. Et puis il vous laisse. Et vous augmentez. Votre déficit année après année. D'année en année, votre déficit, il se creuse. Et l'État ne se bouge pas. Vous avez vu ça où? Nulle part. Eh bien, quand vous êtes face à ce type d'absurdité, parce que c'en est une, vous vous posez quand même une question. Il y a toujours de l'argent derrière. Il y a toujours il y a une histoire de liasse derrière. Qu'est-ce qu'on sait pas? Il y a une histoire de liasse derrière. Je veux vous rappeler quand même autre chose. C'est pas d'une seule fois, plusieurs fois. Vous avez vu des équipes fermer les portes de Celcom. Même avec Ouassaba sur le procès, c'est arrivé plusieurs fois. Mais on ferme tout à l'heure, on ferme à 8h. On ouvre après. À 10h, c'est rouvert. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'RPT, ça s'appelle la force de persuasion. Si tu vois ce que je veux dire. Ils ont une grosse capacité. Au niveau de l'RPT, sur la période de 2018 à 2022,
j'ai envie de dire 2021, parce que fin 2021, vous avez vu ce qui s'est passé avec la nouvelle équipe qui a dit, écoutez, vous allez vous mettre en règle. Et c'est finalement ce qui nous conduit à ce communiqué de la RPT. Mais de 2018 jusqu'à fin 2021, ça compte 3 années. Oui. À ce moment précis, les grandes gueules. Moi, je ne crois pas que Celcom n'ait pas payé. C'est trop facile. Je ne crois pas que Celcom n'ait pas payé. Mais Celcom parle quand même. Celcom n'a pas payé tout. Oui. Celcom a payé un peu. Mais où est parti l'argent? Et voilà, c'est là la question. Ah ben oui, où est parti l'argent? Et c'est à l'RPT, à tous ceux qui ont géré l'RPT, de dire ce qui s'est passé entre-temps. Vous savez ce qui se passe au niveau des impôts habituellement. Du compte occulte. Écoutez, on te dit, tu dois payer 100 millions. Mais si tu nous payes 20, si tu nous payes 20, si tu nous payes 30, on te laisse. Et il n'y a pas de facture, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de reçu. C'est quand même 12 millions ça de dollars. se fait comme ça. Non mais que Celcom, en fait, arrête de se cacher derrière le téléphone et nous envoyer des messages. Parlez les gars, c'est aussi simple que ça. Nous, voilà. Nous, on est intéressés. Si vous avez payé, c'est le bon moment de dire que vous avez payé. C'est aussi simple que ça. Vous avez payé et à qui vous avez payé. Voilà. Parce que là, croyez-moi, on est en train d'aller vers une fermeture. C'est le bon moment de parler. Ce n'est pas pour rien que je vous ai posé la question au début. Les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Mais à l'intérieur, il y a des acteurs d'État qui se permettent parfois de faire n'importe quoi. Moi, je ne crois pas que sur 4 ans, Celcom n'ait rien payé. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a certainement eu ces collusions dont parlait Djiba. Il y a quand même quelques ententes. C'est possible qu'il y ait eu des ententes occultes qui permettent à l'entreprise de continuer Par exemple, de fonctionner. Si vous devez 100 millions et puis vous vous entendez avec quelqu'un pour payer 20 millions en attendant, et puis on vous laisse. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de papier. Et c'est pas seulement Celcom. C'est comme ça. Ils sont acculés, on paye un peu. On remet la droite. Et puis voilà. Et à la fin, rien n'est payé, ça s'accumule. Et je termine avec ça. La mine, la redevance, elle est salée, semble-t-il. Le cumul de toutes ces années, c'est plusieurs centaines de milliards de francs guinéens. Bien dommage. Plusieurs centaines qui se rapprochent du millier. Les grandes gueules. Ça se rapproche du millier de milliards, semble-t-il, encore une fois. Donc, ce n'est plus 55 millions de dollars, mais c'est des choses... mais aux environs de 100 millions de dollars. C'est quand même tout près. Allez-y, Diba, complément d'info. Et d'ailleurs, il y a une source qui est aussi dans le secteur qui, à un moment, à 9h, qui nous disait que ça serait autour de 500 milliards. Et lorsqu'il parle de responsabilité, lorsque moi je parle de collusion, je pense que la question elle est simple. Il faut aller... où on paye les redevances, il faut aller questionner les responsabilités là-bas. Et où on paye les taxes, là aussi, il faut aller questionner les responsabilités. De 2018 à maintenant, on peut retracer facilement ceux qui étaient aux affaires pour comprendre concrètement ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai un message pour celles comme la mine. Lorsqu'on vous dit que vous avez un passif aussi lourd, il faut prendre la parole. Je suis d'accord. Parce que vous avez une obligation vis-à-vis de l'État. Et si on n'arrive pas à respecter ces obligations vis-à-vis de l'État, l'État quand même a quelque chose en main qu'il peut utiliser. On peut vous demander de payer. Si vous ne payez pas, eh bien, il y a une sanction qui va tomber. Ce dont moi j'ai peur, c'est la liquidation. Maintenant, si ils ne prennent pas la parole pour dire aux autorités, aux nouvelles autorités, attention, on a payé à un moment donné, mais voilà ce qu'on nous a proposé. Aujourd'hui, il faut qu'ils communiquent, parce que les absents ont toujours tort. C'est tellement ambigu, Diba, parce qu'on a posé comme la question tout à l'heure au DG de l'RPT par rapport à ce compte occulte. Il dit qu'il n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Et le DAF est toujours sur place. Je pense que on a une personne qui détient beaucoup d'informations, qui peut aujourd'hui facilement aider les nouvelles autorités à savoir concrètement ce qui s'est passé à l'époque. C'est un secteur où il y a assez d'argent. Moi, à un moment donné, j'étais étonné de savoir pourquoi un organe comme la RPT n'est pas déclaré dans le budget national. Pourquoi il ne participe pas? On m'a dit non, il ne faut pas envoyer le regard là-bas, c'est une caisse noire, on n'en parle pas. C'est la présidence. Et je pense qu'aujourd'hui, tout cela, il faut revoir tout cela, parce qu'une fois encore, c'est l'argent du contribuable guinéen, ce sont les consommateurs qui peuvent payer les frais avec tout ce qui est en train de se passer. Celcom est dans le noir, ça, on ne peut pas, c'est de la palissade. Si on peut, dans le rouge. Mon cher Diba, si on ne peut pas avoir... Pas encore dans le noir. Si on ne peut pas avoir d'interlocuteur du côté de la RPT, pardon, du côté de Celcom Guinée, Fondio, il est encore là, le DG de la Freeland Band. Il peut parler quand même. Souvent, lorsqu'ils sont cités, ils réagissent. Fondio est poursuivi par la crière. Ils réagissent. Même quand même, Jacques. Ils réagissent. On a vu tout récemment avec la crise dans le secteur bancaire. Ils ont été cités à un moment donné dans un autre dossier, mais ils sont venus réagir. Je pense que s'ils sont en train de nous suivre,
suivent, ils peuvent aussi revenir pour réagir dans cette émission par rapport à ce compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas systématiquement lier Selcom à Fondjo. Fondjo, lui, il est dans tout. Hein. Non. Fondjo, est dans tout. Je parle de ce compte occulte de la RPT à l'époque. Mais il ne faut pas le lier. Ça, c'est la RPT. Oui, je comprends très bien. Voilà. Alors, il ne faut pas lier ça à Selcom. C'est la RPT qui est dedans. Mais là, ce qu'il faut vraiment dire à Selcom, l'État est un lâcheur. L'État est souvent un lâcheur. Il peut entretenir ses acteurs, ils peuvent entretenir la fraude, mais le moment venu, l'État te fait appliquer sa loi. C'est pourquoi Selcom doit parler. C'est pourquoi je dis au début, il y a toutes ces informations, mais en se claquemurant comme ça, Selcom ne se fait pas de bien. Du tout. Ce serait bien de l'entendre sur ce qu'il doit ou ne doit pas à l'État guinéen. Probablement, on va avoir quelqu'un du côté de Selcom qui va intervenir. Ce sera bien de les avoir parce que quand même, il faut le dire, on ne tient pas les 4 années de non-paiement de redevances comme ça dans la nature. C'est pas possible. C'est officiel. Bah oui, c'est la comptabilité libanaise. Information. Je suis désolé, mais les gars, il faut expliquer. La comptabilité libanaise. C'est des espèces, les gars. Mohamed Marin sait quelque chose. Mohamed Marin sait quelque chose. C'est un feu. Ne le cherche pas, s'il te plaît. C'est un volcan, ce garçon. Je subis les contre-coups d'une certaine comptabilité libanaise. Ça mélange mon business. Nous ne cherchons pas. Tu sais, le problème avec Tamba, c'est un indiscret. Ça me coûte plusieurs centaines de millions en ce moment. C'est les grandes Non. Tamba, mais voilà, mais vas-y, c'est pas possible. Ce garçon-là, voilà, je disais qu'il est mieux placé pour édifier l'opinion. Mara peut mieux édifier l'opinion sur la comptabilité libanaise. C'est de la rétention d'informations. Le peuple a droit de savoir. Je n'en dirai rien. Simplement, il oublie une chose. Les Diakanké fonctionnent pareil. Non, pas du tout. Attends, Lamine. Tu veux que j'explique le système à partir de Château Rouge quand on fait les envois vers la Guinée où on doit aller retirer? Tu veux que j'explique comment ça se passe? Et après, comment c'est recyclé dans le bâtiment? Calmez-vous. Je n'ai pas envie que Maison Diakanké me fesse à la sortie de ce bâtiment. À partir de Château Rouge, je pourrais témoigner. Non. J'ai rencontré quelque chose. Les grandes gueules. Alors, oublions ça. Mais, en fait, ce qui se passe, la politisation à outrance ces dernières années avait tout foutu en l'air. Ouais, malheureusement. Vous savez, pendant longtemps ici, je vous parlais de la CENTIF. Vous vous souvenez? Des rapports qui étaient envoyés à M. Alpha Condé. Je vous disais ici pendant longtemps, je dis il a les rapports quasiment sur tous les mafieux du pays. Et après, vous vous souvenez, en 2021, il a commencé lui-même à le dire. Oui, j'ai les rapports sur tout le monde. J'ai même la localisation de vos immeubles. Vous vous souvenez, il avait commencé à dire ça la dernière année. Et j'ai l'impression aujourd'hui même parfois que ce que Mamadi fait, en fait, c'est ce que Alpha avait annoncé au cours de la dernière année exactement. Les récupérations des domaines dont on parle. Souvenez-vous qu'à la même période, il y a 2 ans, en janvier, on était en train de casser le Conakry à Kenende. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a exactement 2 ans. C'est vrai. Et en 2019, en fin janvier, on était en train de raser Kapororaï. Mais 2021, ça s'est accéléré, si vous vous souvenez. Là, en 2021, on est allé jusqu'à vouloir toucher au cimetière de Bambeto. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. On se souvient très bien, c'est connu. Mais parmi les mesures annoncées, justement, c'était ça. Alpha, il avait par exemple des dossiers sur tout le monde quasiment vers la fin. Il le disait. Mais la politisation à outrance a fait quoi? Au lieu de poursuivre les gens, les amener à payer à l'État, on s'en est servi pour en faire des valets justement du 3e mandat. Beaucoup ont suivi cette histoire-là. Vous en savez quelque chose. On parle en aparté avec certains cadres qui n'étaient pas d'accord avec. Mais c'est eux qui étaient en jaune, c'est eux qui déversaient des milliards sur les groupes de soutien et tout pour battre campagne. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient besoin. Mais combien d'entreprises en réalité ont été mises à contribution pour financer le 3e mandat? Au-delà des 200 millions de dollars de bons de trésor décaissés dans cette période. Mais combien d'entreprises ont payé? C'est cela la réalité. Et il y a combien de personnes parfois qui avaient des besoins qui allaient à la présidence ou dans tel département pour avoir de l'aide et on appelait un patron de régie. On les renvoie directement vers les patrons de régie pour dire bon va, on te paye tel montant. Il y a des patrons de régie qui ont payé des montants comme ça et après c'est à charge pour eux de trouver un moyen de couvrir tout cela. Alors quand c'est comme ça, eux aussi,
Ils n'ont pas des arbres là-bas où pousse l'argent. Ils doivent le prélever sur les sociétés. Alors, tous ces petits arrangements-là, on s'est rendu compte à un moment donné avec certaines sociétés, quand parfois l'État parlait, les gens disaient, mais attention, on ne vous doit rien. Au contraire, on est même en avance. Vous vous souvenez de ce qui a été déclaré sur Boki? Les 400 millions d'euros de fiscalité versée dans la seule région de Boké en l'espace d'un an, alors que tout le secteur ne rapporte pas plus de 250 millions pour toute la Guinée officiellement. Vous vous souvenez de cette sortie-là ici? Quand ils l'ont dit sur, je crois que c'était chez nos confrères de France 24 et tout ça, ou Le Point, je me souviens plus, ils l'ont dit non, la seule zone a rapporté à l'État 400 millions. Et on s'est rendu compte, l'État a voulu contester, mais on s'était rendu compte rapidement auprès de ces grands-là de Boké qu'en fait ils avançaient de l'argent à l'État guinéen. C'est pour cela que dans le dossier Selcom, certes Selcom est en difficulté, mais je suis d'accord avec la prudence de Tamba. Allons-y doucement, parce que si ces gens-là sont poussés à bout, tu peux me croire, il y a des gens en ce moment dont les comptes sont gelés et sont à la CRIEF, parfois pour des broutilles. Mais croyez-moi, si Selcom parle, quelque chose me dit que les ventres vont bouillir dans pas mal de zones de Conakry. Cette histoire de compte occulte, il faut qu'on sache à quoi ça servit. Je vous ai dit qu'il y a même des rapports financiers. Vous vous rappelez en 2015, j'ai amené ici des documents dans ce studio où 500 millions pendant 3 mois de suite, il dit contribution à la campagne. Ça apparaît dans un rapport financier. Et il met le nom d'un conseiller à la présidence, d'un ministre à la présidence, 200 millions le mois. Et le neveu du président, 260 millions. Ça vient 160 millions. Des montants comme ça qui apparaissent. Vous imaginez en termes de justice. Si Selcom a pu rester 4 ans, près de 5 ans, sans rien reverser à l'État, forcément il y a des complicités. Ce n'est pas normal, ni aux impôts, ni à la RPT, ni dans les autres entités. Au Trésor, croyez-moi, c'est qu'il y a du nem-nem qui a dû circuler, ou en tout cas, Selcom doit avoir des marabouts Diakanké, mais qui ont une très grande capacité de personnalité. Mara, Mohamed, Diakanké, je le dis. Allez-y, Madame Yoro. Non, mais en fait, c'est le volcan, Mohamed. Voilà, allez-y. Ce que je voudrais dire, Lamine, ils ont chacun posé cette question-là. Comment de 2018 à maintenant, on peut laisser une entité dans un pays normal travailler sans verser les redevances? De 2018 à maintenant, ça fait quand même 4 ans pratiquement. En fait, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on se rappelle avoir couvert ici la fermeture quand même de Selcom. On se rappelle, ça avait été cadenassé. Parce qu'on se disait qu'il y avait des problèmes. La rédaction est partie, on a fait cette couverture. On en a même parlé dans notre émission. Mais entre-temps, quelles sont les négociations qui ont été faites? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on laisse l'entité travailler jusqu'à maintenant? Moi, je ne vois pas une entité, par exemple, verser des montants occulte à un État au prix de la fermeture de cette entité. Je ne vois pas cela. Personne ne voudrait quand même aller en faillite. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la société en arrive là? Pourquoi pendant cette période-là, la société n'a pas été fermée? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Et qu'est-ce qu'il en a été fait? Pourquoi ça ne parle pas? Je pense qu'ils ont intérêt à parler. Oui, mais c'est une société qui ne parle pas. Bon, depuis lors, même à l'époque, on se souvient de ce qui s'est passé. Pratiquement, ils ne parlent pas du tout. Mais on ne sait pas c'est quoi réellement le problème. Mais moi, je ne vois pas une entité se laisser facilement aller à la faillite. Maintenant, ce qui se passe dans notre pays, nous le savons tous. Mara le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont été dénoncés par le président Alpha Condé à l'époque qui sont aujourd'hui détenus. Parce qu'ils dénonçaient des gens qui donnaient des marchés à leurs enfants, à leurs épouses et à leurs enfants. Nous savons qu'il y a des gens dans des situations pareilles aujourd'hui qui se trouvent détenus à la maison centrale. Maintenant, le fait de régulariser toutes les situations aujourd'hui, je pense que ça va de soi que la société pourrait fermer, bien évidemment, mais qu'est-ce qui est fait? Moi, ce qui me taraude l'esprit, tout ça, c'est la contrepartie sociale, c'est-à-dire les travailleurs, la conséquence qui pourrait se répercuter sur la vie de tous ces employés-là. Vous vous rappelez quand Sotelgui a fermé, combien de personnes travaillaient dans cette entité? Pendant plusieurs années, vous avez eu des gens qui étaient là, qui gagnaient leur vie. Ça a suscité tellement de problèmes que après, avec le temps, on a fait avec. Mais après, il y a eu Intercell. Je veux dire, dans un État, quel est le rôle de l'État pour éviter qu'on arrive à ce genre de situation? Parce que quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est dans certaines entités privées que des Guinéens aussi pourraient trouver de l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour éviter qu'on en arrive là, pour éviter qu'on arrive à ce genre de situation? Quel plan est mis en place par les entités qui sont concernées dans la gestion de ce genre de société? Par exemple, la RPT, le ministère des Postes et Télécommunications. Qu'est-ce qui est fait en amont pour éviter qu'on arrive à ce... Parce que j'imagine, si Celcom ferme aujourd'hui, toutes ces personnes qui travaillent là, c'est vrai qu'on peut parler d'une crise qui est mondiale et tout, mais dans d'autres pays, il y a des plans de relance, des plans de soutien pour éviter que beaucoup de travailleurs partent à la retraite, je veux dire partent au chômage. Est-ce que le plan là existe en Guinée? Je me pose quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà, Moussa Yoruba, voici ce qu'on pouvait dire voilà, sur ce dossier. Celcom, en tout cas, on espère avoir des répondants de ce côté. Vous intervenez quand vous voulez. Les GG continuent.